chers internautes, chers téléspectateurs et téléspectatrices, amis et fidèles de la chaîne Plume de l'Excellence. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plus grand privilège de démarrer cette chaîne avec une émission très importante. Donc, je le rappelle, le but de la chaîne, c'est de divulguer des connaissances, des savoirs et même de la sagesse, afin de faire profiter ceux qui nous suivent, les Sénégalais et le monde entier, de contenu très intéressant. Aujourd'hui, nous débutons cette chaîne avec une émission nouvelle qui est Salle de cours. Salle de cours se justifie par un contexte très particulier. Nous sommes en phase d'examen pour les élèves en classe de terminale. Donc nous comptons faire une série de vidéos de présentation dans lesquelles nous invitons des savants, donc des gens qui détiennent le savoir dans les différents coins du Sénégal, les coins et recoins, et les appeler à présenter, exposer des connaissances afin de faire profiter aux élèves de terminale, donc vraiment des connaissances approfondies qui leur permettront de bien s'asseoir le jour du baccalauréat, donc dans la table. Et sur ce, nous avons décidé donc d'inviter dans ce premier numéro un grand monsieur, un étudiant en Master 2 en histoire au département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Anta Diop de Dakar. Et nous comptons aborder aujourd'hui un sujet très important qui est déterminant dans le programme d'histoire de la classe de terminale, qui est tout simplement les relations Est-Ouest de 1945 à la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire la guerre froide. Nous allons le laisser se présenter. Bonjour Monsieur Jim, bonjour chers téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, je suis ravi d'être invité par Monsieur Jim sur sa chaîne YouTube. Voilà. Je salue Moussa Alpha Thiam, le réalisateur, et Moussa Samba Diop. Voilà. Je pense qu'on aura un débat fructueux parce que en tant qu'invité pour parler de l'histoire concernant en classe de terminale, dans un contexte de pré-examen du baccalauréat, je pense que c'est une chose intéressante. Vu que l'histoire et la géographie, surtout les élèves qui sont en CRL2, nous avons un coefficient de 6. Donc les élèves doivent comprendre et maîtriser comment faire ou bien quels sont les enjeux historiques pour mieux préparer même après leur bac, parce qu'en histoire, nous avons des enjeux que l'élève doit comprendre dès le lycée, surtout en classe de terminale. Nous allons tout faire pour les aider d'obtenir de très bonnes notes. J'espère que les élèves choisiront même dans ces orientations l'histoire et beaucoup d'entre eux seront orientés, surtout ceux du département de Nioro-du-Rip. Effectivement, donc comme vous l'avez si bien dit dans votre présentation, donc c'est avec vraiment un grand honneur et un contentement que nous vous recevons, Moucheba. Donc, sans plus tarder, on va aborder le sujet. Comme vous le dites, l'histoire et la géographie constituent vraiment une discipline déterminante dans la réussite des élèves en classe de terminale, surtout en série L2, dont le coefficient s'élève jusqu'à 6. Et on dit souvent que s'aventurer en terrain inconnu nécessite une carte. Aujourd'hui, la carte se trouve donc être détenue par vous-même. Sans plus tarder, donc nous allons poser la première question. Donc, je rappelle, on ne pose pas des questions directes, mais vraiment des questions d'ordre général, d'ouverture. On voudrait savoir, donc en première question, donc comment définirez-vous la guerre froide et quel est le contexte dans lequel nous nous situons? Merci, M. Jim, pour cette question que je trouve pertinente. Voilà, une question qui parle de la guerre froide, la leçon la plus importante en histoire, voilà, pour les élèves de terminale. Voilà, parce que c'est la leçon qui est la base de toutes les autres leçons. Parce que la guerre froide, c'est une période qui débute de 1947
jusqu'à 1991, si tu vois que presque toute la première partie des leçons d'histoire qui parlent du monde contemporain s'y trouve. Et je pense que tous les, comment dirais, sujets de bac s'y trouvent quand même. Rare, je n'oserais jamais dire qu'on ne sortirait pas des sujets qui parlera, comment dirais, de la deuxième partie avec les civilisations africaines. Mais la quasi-totalité des sujets qui sortent en bac parlent de plus en plus, surtout de plus en plus dans dans la première partie qui est le monde contemporain. Voilà. Revenons un peu sur la guerre froide. Avant même de parler de la guerre froide, ce que je veux dire d'abord, il faut que les étudiants, parce que je veux traiter la guerre froide, tout en traitant la guerre froide, nous allons tenter de s'immiscer dans les autres leçons. Voilà. Parce que les élèves en classe de terminale doivent comprendre, parce que parfois tu auras des élèves qui te diront explique-moi la Palestine, la question palestinienne, explique-moi l'Algérie. Les sujets ne sortiront pas ainsi. Forcément, les sujets auront comment dire, l'office du bac sort des sujets qui sont en rapport avec la guerre froide, mais en rapport avec les autres leçons quand même. On ne donne pas un sujet sur une leçon comme ça entière, comprendre Algérie et sortir un sujet d'examen sur l'Algérie. Ça, je trouve que c'est vraiment c'est impossible. Raison pour laquelle on doit tout faire pour comprendre la guerre froide. La guerre froide est dans le contexte de sa naissance. La guerre froide est une période de tension, on peut le définir comme ça. C'est une période de tension, d'hostilité qui s'étend de 1947 à 1991, opposant principalement deux superpuissances. Voilà, parce qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il faut rappeler que les anciennes puissances mondiales qui sont les nations européennes sont détruites, voilà, sont en ruine. Ils ont été presque tous bombardés. Parce que n'oubliez pas, la guerre, certes c'est mondial, ça touche tous les autres continents, mais la guerre rayonnait normalement et entière, presque quasiment en Europe, entre l'Allemagne et les autres nations européennes. Donc l'Europe a été le théâtre des opérations. L'Europe a été le théâtre des opérations. Et de ce fait, lorsque je vous disais l'histoire, c'est l'espace, le temps et les grands événements. Mais l'espace européen a été un espace déterminant dans la Seconde Guerre mondiale. Et toutes les leçons de la classe de terminale, ça parle des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Ça aussi, c'est intéressant à retenir. Ça parle des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. On ne nous demande pas ni les causes ni mais c'est d'analyser les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Et la guerre froide est la conséquence la plus importante. Mais la définition ne s'arrête pas là-bas, tout simplement. Voilà, c'est une division du monde en deux blocs antagoniques. Le bloc occidental, autour qui réunit les États-Unis et ses alliés, qui défend un système, parce que la guerre froide, c'est un système capitaliste libéral, mais aussi démocratique. D'accord. Donc, si je vous entends bien, donc la guerre froide, tout d'abord, toutes les leçons en classe de terminale qui suivent la guerre froide sont liées à la guerre froide. Exactement. Et que aussi c'est un contexte d'après-guerre, que la guerre, vraiment la guerre froide, les confrontations Est-Ouest se sont vues naître. C'est à la suite de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de la Seconde Guerre mondiale. J'ai parlé tout à l'heure du bloc de l'Ouest, mais aussi il y a un autre bloc, le deuxième bloc, c'est le bloc de l'Est, qui réunit l'URSS, soutenu par un régime communiste planifié, mais surtout un régime autoritaire. D'accord. Voilà. Toujours sur la définition de la guerre froide, parce que les définitions sont multiples. On ne peut pas la définir guerre froide comme ça, parce qu'on a tendance à dire la guerre froide, c'est une opposition de deux blocs sans affrontement direct. Voilà, c'est la raison pour laquelle il faut revenir sur l'aspect militaire. Voilà. On peut dire là-bas, sur l'aspect militaire, on peut dire que la guerre froide est une guerre qui n'a pas donné lieu à d'affrontements directs, d'affrontements militaires directs entre les deux nations, les deux grandes nations, mais qui ont donné, parce que cela n'était pas possible pour des choses qui étaient valables quand même. Il y avait la menace nucléaire qui empêchait les affrontements directs. Voilà, beaucoup de choses y mettaient. C'est la raison pour laquelle la guerre froide, on peut le dire tout simplement, c'est une compétition d'idéologie politique, économique, militaire et culturelle entre deux superpuissances sorties victorieuses de la guerre mondiale. Effectivement, c'est très clair, Mouchaba. Donc la guerre froide
D'ailleurs, le terme froide, ça veut tout simplement dire aussi qu'il n'y a pas un affrontement du moins direct. Donc voilà. il n'y a pas d'intervention militaire directe. Voilà. Mais la guerre est d'ordre à la fois idéologique, économique, donc de tous les côtés. Politique, militaire. Parce que certaines personnes pensent que la guerre froide n'avait pas d'affrontement militaire. Si, il y avait des affrontements militaires au niveau des militaires locaux. Aujourd'hui, on ne pouvait pas imaginer un affrontement entre l'Union soviétique et les États-Unis, mais il y avait des affrontements soutenus par l'Union soviétique et soutenus par les États-Unis d'Amérique. D'accord. Ils étaient donc derrière les camps, alimentés un peu. Voilà, c'est ça. Donc nous en venons même à la deuxième question. Pour entrer pleinement pour se mouiller, comme on le dit, donc le contexte. Donc quel est le contexte de la guerre froide? Voilà, le contexte de la guerre froide, je pense que j'ai tenté de le frôler tout à l'heure. C'est un contexte d'après Seconde Guerre mondiale. Voilà, dans laquelle les anciens Européens, je l'ai dit tout à l'heure, ont été réunis. On a une recomposition de la carte mondiale. Voilà, sur le plan de la géopolitique, géostratégique. Tout a changé quand même. Les anciennes puissances ne sont plus des puissances, mais ce sont des puissances ruinées. Maintenant, les nouvelles puissances sont les deux victorieuses de la guerre. Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, il est venu dans un contexte où l'URSS impose son contrôle vers l'Europe de l'Est. Il ne faut pas oublier, parce que lors de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS a repoussé les Allemands de son territoire, en traversant l'Europe de l'Est jusqu'en Allemagne. Donc il a un contrôle sur les terres que l'armée rouge, c'est l'armée soviétique, que l'armée rouge avait repris aux mains des Allemands. Donc il a une main d'influence sur ces pays. Mais aussi les États-Unis, ils réagissent avec des politiques d'indignement, par exemple, parce que voilà, il y a des politiques, c'est dans ce contexte où l'URSS qui a le contrôle sur des terres, des pays, l'Europe de l'Ouest, parce que c'est lui qui a mené des guerres, c'est lui qui a libéré ces terres, mais aussi les Européens sont à côté, eux aussi, en train de mettre en place une politique d'indignement on va en parler avec les différents plans comme ça, pour arrêter l'invasion ou bien pour arrêter l'influence russe. Donc c'est venu dans un contexte d'après-guerre où chaque puissance tente de mettre son influence voilà, pour dominer le monde. Voilà, pour pouvoir dominer le monde. Donc c'était, si je vous entends bien, c'est après la guerre de 1945, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, que l'Europe étant donc le théâtre des opérations de la guerre est entrée en ruine. Et il y a l'Union soviétique qui tente donc d'étendre son influence et que vite les États-Unis ont réagi par une politique d'endiguement. Voilà. C'est ça, donc le contexte d'après-guerre. Donc ça c'est clair. Ça c'est un contexte, je pense, que évocateur pour les élèves qui nous suivent. Donc de comprendre, je pense que c'est très intéressant. Donc il y avait deux grandes puissances qui voulaient chacun dominer le monde. Et ces puissances en question étaient l'URSS, l'Union soviétique, et les États-Unis qui formaient donc les deux blocs, les deux. Donc nous en venons même à la deuxième question, qui est justement la formation de ces deux blocs. Quels sont les précédents de la formation ou bien les causes profondes qui ont amené à la formation de ces deux blocs? Alors, Jim, je trouve que c'est une question intéressante, les causes de la formation de ces deux blocs. Les causes, comme j'ai l'habitude de le dire, les causes s'intitulent juste suivre les conséquences de l'après-guerre, Seconde Guerre mondiale. Mais les constats des rivalités profondes reposent sur plusieurs facteurs, que ce soit des facteurs historiques, des facteurs idéologiques, je l'ai dit tout à l'heure, géopolitiques et économiques. Voilà. Ces différents facteurs, par exemple, comme les facteurs idéologiques et politiques, on peut dire, je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis sont une puissance démocratique, libérale et politique. Donc, voilà. Démocratique, libérale, politique. Donc il y a déjà la guerre des mots. Voilà.
Voilà, démocratique, libéral, la guerre démo, c'est intéressant de le souligner. Voilà. L'URSS de l'autre côté défend une idéologie communiste autoritaire, voilà, de la qui a vu qui a pris son origine lors de la, comment dire, de la révolution russe de 1917. Voilà, de la révolution russe de 1917 qui a inversé le roi, le Tsar Nicolas II. Le Tsar Nicolas II, effectivement. Amenant au pouvoir les bolcheviks dirigés par Lénine. Lénine. Effectivement. Donc il y a la guerre, déjà la guerre se matérialise donc par l'opposition des mots. Il y a ceux qui se revendiquent étant capitalistes et l'autre bloc, l'URSS, revendique le socialisme. Donc je pense que ça c'est très intéressant. C'est intéressant. Et aussi, cette guerre des mots, cette guerre d'idéologie, qu'est-ce qu'il a mis en place? C'est une méfiance. Il a entraîné une méfiance entre les deux, entre ces deux superpuissances. Même cette méfiance, on peut retourner sur l'histoire. Parce qu'en 1917, lorsque les bolcheviks menaient une révolution, même je pense que certains États occidentaux tentaient d'intervenir en Russie même. En Russie même, avant la naissance de l'URSS, tentaient dans l'Empire russe pour inverser les bolcheviks. Raison pour laquelle, si on a aujourd'hui, durant cette époque, une méfiance, c'est méfiance a bien d'être raison, surtout avec l'arrivée de Staline au pouvoir, qui méfiait tellement de la puissance des Occidentaux. Les Occidentaux. Je pense que ça, c'est très intéressant de comprendre ça. Donc, les élèves qui nous suivent, je pense que après avoir évoqué le contexte de la guerre, qui est un contexte d'après-guerre, si on donc suit notre invité, ensuite, la guerre des mots, d'idéologie, l'opposition se matérialise, ça va conduire à la formation des blocs. Et là, même, nous en venons à la matérialisation, à la mise en place des doctrines. La mise en place des doctrines. Comment ça s'est passé? Quelles sont les doctrines qui ont été mises en place? Bon, en parlant de la guerre d'abord, parce qu'on parlait, si on parle de doctrine, c'est l'idéologie. Voilà, c'est l'idéologie. Il y avait des doctrines qui étaient émises en place pour chaque superpuissance. Aux États-Unis, on avait la doctrine Truman. Voilà, que Harry Truman avait mise en place avec son politique d'endiguement ou bien le contentement. Ce politique avait pour raison tout simplement de barrer ou bien d'endiguer ou bien de freiner le communisme. Effectivement. Voilà, parce que j'étais dit que le communisme, après avoir libéré les pays de l'Europe de l'Est de la guerre, a tenté d'imposer, en tout cas a pu imposer quand même leur qui, malgré les différentes conférences qui ont eu lieu, voilà, les conférences qui se trouvent très intéressantes, surtout les deux conférences Yalta et Potsdam, qui étaient des conférences pour préparer l'après-guerre, surtout celle de Yalta où on avait planifié le partage de l'Allemagne en quatre zones d'occupation, 3 zones françaises, 3 zones occidentales et une zone soviétique. J'ai dit 3 zones occidentales parce qu'ils ont pu se réunir leur voilà. C'est politique, mais ce politique n'était pas tout simplement une politique. Parce que au départ, si on voyait, parce que Truman qui se disait préoccupé par la reconstitution de l'Europe, voilà, de les aider financièrement comme ça, politiquement. Mais on voit certes, il y avait une aide quand même, il y avait surtout l'aide de 400 millions de dollars de pays comme la Turquie, la Turquie pour les aider. Donc, mais aussi l'aide se manifeste déjà, mais cette aide est purement politique parce qu'elle a pour endiguer le communisme. Le communisme, effectivement. Donc chaque puissance dans le monde donc, cherche à se ranger derrière un bloc, se le matérialisant par des aides pour vraiment de manifester un soutien qui en réalité, si on vous entend bien, donc cache des intérêts. Des intérêts idéologiques, des intérêts de vouloir freiner les uns après les autres. Les autres, effectivement. Mais aussi, il y a après, ce qui est intéressant sur la leçon, c'est les jeux de ping-pong. Les jeux de ping-pong. On peut le dire comme ça. Les jeux de ping-pong veut dire si les Occidentaux mettent en place une politique d'endiguement de vouloir freiner le communisme réplique. Voilà, réplique lui aussi. C'est la réaction directe. C'est la réaction directe avec la mise en place du plan Zhidonov. Voilà, lui aussi qui a Zhidonov, la doctrine Zhidonov, lui aussi qui avait pour qui de
maquiller ou bien de considérer les Occidentaux comme, voilà, comme des puissances impérialistes, comme ça. Voilà, de les traiter d'être impérialistes, voilà, d'être colonisateurs, parce que c'est compréhensible si elle aidait la France, les Grandes-Bretagne qui étaient des empires coloniaux. Donc il les collait donc ce motif pour faire comprendre donc le reste du monde que voilà la puissance européenne qui est là, mais en réalité c'est une puissance impérialiste colonisée. Voilà. Mais aussi à côté de ces doctrines, parce qu'on parle toujours sur la formation des blocs. Des blocs, effectivement. La chose là qui marque le plus la formation définitive des blocs, c'est le blocus de Berlin. Le blocus de Berlin, effectivement. C'est quoi le blocus de Berlin? Le blocus de Berlin a eu lieu parce que j'étais dit, avant de parler du blocus même, je vais faire un petit retour sur la crise, parlant d'abord de la crise de Berlin. Voilà, la crise de Berlin, c'est le partage de Berlin même, comme parce que Berlin, après le partage de l'Allemagne en 2 États, comment dire, en 4 zones d'occupation, c'est qu'il faut constater que même la ville de Berlin a été divisée en 4 zones d'occupation. Et cette même ville de Berlin, c'est surtout dans la zone soviétique. Soviétique, effectivement. C'est comme si, voilà, on a divisé l'Allemagne en 4 zones d'occupation et on veut diviser la ville de Berlin, mais la ville de Berlin, c'est comme la Gambie dans le Sénégal. Dans le Sénégal, effectivement. Voilà, c'est comme la Gambie dans le Sénégal. La ville de Berlin se trouvait dans la partie des soviétiques. Et avant ça, le blocus de Berlin, ce qui l'a causé le plus, c'est la volonté de ces plans de Truman, c'est la volonté même des États-Unis de la reconstruction de l'Allemagne. Parce que après la guerre, on avait appelé à dénazifier l'Allemagne, à désarmer l'Allemagne, et parce que à ne pas encourager l'Allemagne à la reconstruction. Mais avec l'arrivée la mise en place des méfiances et des blocs, les États-Unis tentent à tout prix d'aider l'Allemagne à se reconstruire. Voilà. Le Reichsmark est remplacé par le Deutschmark. Effectivement. Donc tout ça, c'est pour anéantir l'Allemagne. Oui, c'est non, parce que les États-Unis ont tenté, eux, de reconstruire leurs zones d'occupation. D'accord, je comprends. De reconstruire des zones d'occupation, parce que si tu constates, auparavant, on considérait les Allemands comme des pro-nazis. Mais arrivé à un moment donné, on ne parle plus, on ne considère plus les Allemands comme des nazis, mais on veut considérer ces zones d'occupation comme des zones permettant de les aider à freiner le communisme. Ainsi, une zone située dans la zone soviétique, les soviétiques ont tenté de mettre en place, en voudrant cette volonté de reconstruction de l'Allemagne, voilà, ils voient aussi que comme les États-Unis ont trahi leur serment sur les différentes conférences, ils ont tenté par la suite de vouloir mettre en place un blocus. Le blocus est venu, je pense que c'était le 12 mai, si je ne me trompe pas. Je peux me poser sur les dates. Voilà, 1948. Sterling a décidé de mettre un blocus, cela veut dire d'interdire les voies maritimes, les voies maritimes qui sont les voies fluviales, terrestres. Voilà, pour le fait que les États-Unis, la partie de l'Allemagne occidentale, puisse apporter des nourritures dans leur partie orientale. Et après cette blocus, les États-Unis ont tenté de replier en mettant en place un pont aérien qui les permettait de ravitailler leurs zones d'occupation qui se situaient dans la zone soviétique. Voilà, cela est passé presque 2 mois, parce que c'est 2 ans, une année comme ça, une année plus, parce que c'est en 1948 que avec l'échec de cette blocus de Berlin, que Sterling a décidé de lever le blocus. Mais à la suite de cette levée de ce blocus, le constat était simple quand même. On pouvait constater de manière très claire et nette que le monde est divisé en deux blocs. On pouvait constater que même ce que Sterling disait quand même, parce que Sterling, dès 1946, lui, il parlait du rideau de fer. Maintenant, le rideau de fer était tracé, c'était clair. Le monde s'est parti parce que en 2 blocs, c'est la raison pour laquelle on dit que l'Allemagne marque c'est le point marquant du monde en 2 blocs antagonistes. Donc, chers amis qui nous suivent, donc on comprend aisément donc que
donc le Berlin, l'Allemagne par le Berlin, donc Berlin étant la capitale. Donc il a joué un rôle déterminant dans la guerre froide avec la matérialisation donc donc le partage carrément voilà. du monde, voilà. en bloc. La bipolarisation du monde. Merci beaucoup Moucheba. Je vous rappelle, vous êtes toujours en train de suivre donc salle de cours dans la chaîne Plume de l'excellence. Donc c'est une série de séances destinées exclusivement aux élèves en classe de terminale pour leur permettre donc de bien s'asseoir dans la table du baccalauréat, de bien réussir donc les épreuves du baccalauréat. Donc Moucheba, vous avez abordé différents aspects de la guerre froide, notamment vous avez défini la guerre froide, vous êtes revenu sur le contexte, vous avez parlé des éléments qui ont matérialisé vraiment la formation des deux blocs. Vous avez évoqué la doctrine de Truman, le plan Marshall, le blocus de Berlin, la crise de Berlin. Maintenant, on va tenter un peu d'évoluer après la guerre, parce que la guerre évolue jusqu'à la crise donc, des fusées de Cuba en 1962. Voilà, en 1962. Donc, pouvez-vous revenir sur les éléments donc, qui ont marqué cette évolution? Est-ce qu'il y a des guerres après la formation des deux blocs? Oui, monsieur Jim. Après la formation des deux blocs et la matérialisation même de la formation des deux blocs, il y avait des guerres. Les guerres ne concernaient pas directement, ne opposaient pas directement les deux superpuissances, à savoir les États-Unis et l'URSS, mais il y avait des guerres qui avaient lieu par exemple dans des pays, comme la guerre en Corée, qui a débuté de 1950 à 1951, où la Corée du Nord, voilà, alliée des soviétiques, avait mis en place une invasion sur la Corée du Sud, tout en voudra la réunification de la Corée. Et ils ont fini au début par gagner la guerre, mais les États-Unis en ont profité de l'absence de l'URSS à la table de sécurité de l'ONU. Voilà, ils n'étaient pas là-bas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de représentants, mais ils n'étaient pas présents pour mettre en place, pour dire que la Corée a émis une invasion d'un pays, a émis une invasion de notre pays pour pouvoir intervenir, tout en voudra tout simplement freiner le communisme. Avec leurs interventions, ils ont réussi à repousser les troupes du Corée du Nord jusqu'aux presque frontières de la Chine et la réagi en repoussant encore toutes ces troupes américaines et autres, les troupes du Corée du Sud, du Corée du Sud, je pense bien. Et arrivé à un moment donné, la guerre devait terminer, c'était en 1953, voilà, pour limiter les décorés, voilà, et mettre en place des décorés. Mais cette mise en place des décorés matérialise encore la mise en place du monde en deux blocs. Parce que les décorés, chaque Corée a son est affilié à une puissance. Voilà, Corée du Nord est affiliée à l'Europe du Sud est affiliée aux États-Unis. Voilà, donc c'est une guerre qui matérialise elle aussi l'opposition entre les groupes. Mais aussi il y a une guerre en Grèce quand même. En Grèce aussi, où les pro-communistes ont su pris le pouvoir. Voilà, c'était une guerre civile et la guerre a été finie par remporter par les soviétiques. Voilà. Donc à chaque fois, dans chaque conflit de cette période, de 1947 à 1953, dans chaque période, les deux superpuissances s'immisçaient dans les affaires intérieures de ces États pour mettre en place leurs influences. Mais le constat en est de toutes ces interventions dans ces pays expliquent carrément la mise à plat de deux blocs, l'opposition du monde en deux blocs, la bipolarisation du monde jusqu'en 1953. Voilà. Effectivement. Donc, partout dans le monde, on a noté donc des oppositions, parfois entre deux pays, comme le cas de la Corée que vous venez d'évoquer. La Corée, c'est un seul pays qui a été divisé en Corée du Nord et Corée du Sud. En deux États. Donc, suite à l'envahissement de la Corée du Sud par la Corée du Nord. Corée du Nord
par là. C'est la Corée du Nord qui avait envoyé en première. Voilà, la Corée la du Sud, Corée du Sud. effectivement. Et les deux blocs aussi ont cherché à se ranger donc derrière chaque voilà, Corée chaque pour Corée. étendre leur Leur influence, etc. influence, Donc voilà. toujours la guerre froide continue. Effectivement. Toujours la guerre froide continue. Mais à part là, tout à l'heure, je te dis, c'est ce que je disais au début. Je t'ai parlé, je pense, de la Chine. Bon, il y a Oui, une la leçon Chine. entièrement qui parle sur la Chine. La La Chine de effectivement. 1980, de 1947. Après, tu vois, c'est une période qui coïncide. C'est une période même qui coïncide avec la guerre froide. Avec la guerre froide. Et à partir, si tu vois cette leçon, à partir de 1953, c'est qu'on considère que la Chine s'émancipe de petit en petit de la puissance de l'URSS. Ce qui fait que la Chine sortira, on le verra plus tard, la Chine sortira comme presque une troisième puissance mondiale avec l'opération d'une bombe hydrogène. Voilà. Dirigée par Mao Zedong, cette Chine a émis en place des réformes, des différentes réformes qui ont permis la Chine de devenir une troisième puissance mondiale, si on se permet de le dire. Voilà, parce que déjà ils ont une bombe hydrogène. Voilà. Mais aussi la Chine a réussi à différentes étapes. Voilà. Qui, au début de la révolution, aidé par les soviétiques, Mao Zedong a réussi à mettre en place le 1er octobre en 1947, je pense, une révolution chinoise et de gagner. De gagner la guerre et d'imposer en Chine un régime communiste. Il y avait le communisme purement, parce qu'en Chine, comme à l'URSS, il y avait les partis communistes de l'Union soviétique, PSUS, ensuite il y avait le parti communiste chinois PCC. La PCC, donc, il y avait PCC. Donc il y avait le communisme en Chine. Et cette Chine a réussi de petit en petit de s'émanciper du joug de l'URSS, surtout avec Mao Zedong qui a émis en place différentes, surtout avec la campagne des sans-fleurs, voilà, qui parlait de la leçon de Chine, où il déclarait que la Chine peut marcher sur ses deux pieds, qui est tombé sur sec, voilà, mais aussi qui s'est relevé jusqu'à mort avec les révolutions culturelles qu'il avait organisées pour reprendre le pouvoir au maire de Li Xiaoqi, mais aussi après sa mort, c'est là qu'a rayonné vraiment la Chine, avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, qui avec ses 4 réformes sur le plan agraire, réformes sur le plan économique, réformes sur le plan, voilà, sur différents plans, mais pas politique. Voilà, pas politique. Voilà, ces différentes règles ont fait que la Chine vraiment a retrouvé une grandeur avec l'ouverture et la mise en place des zones économiques spéciales qui attiraient les investisseurs étrangers, où la Chine s'est démarquée carrément sur le plan économique du système soviétique, tout en imitant du système capitalisme. Parce qu'il appelait beaucoup d'invasions étrangères, il recevait beaucoup d'invasions étrangères, ce qui fait que la Chine est aujourd'hui même, tout le monde se permet de dire, la Chine est la première puissance économique du monde mondiale. Effectivement. Mais le constat de cette leçon en est que sur le plan politique, ce qu'il faut constater, la Chine n'a pas changé. C'est le Parti communiste qui continue de régner en Chine jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas de changement. C'est le Parti communiste qui donne, comment il s'appelle, Xi Jinping, qui dirige actuellement la Chine. Mais la Chine a vraiment, durant cette période, s'est immiscée de la guerre froide. La Chine a immiscé de la guerre froide pour permettre aux communistes d'accéder au pouvoir, de gérer le pouvoir, mais ils ont tenté de s'émanciper de ce communisme tout en émanant des réformes sous les deux dirigeants, que ce soit Mao Zedong et surtout Deng Xiaoping, qui a certes affilié à la politique communiste, mais sur le plan économique, on constatait carrément qu'il était plus capitaliste que communiste. Communiste, effectivement. Donc ça, vraiment, c'est un résumé de la leçon entière donc, qui porte sur la Chine. Donc même le titre évoque le contexte de la guerre froide. Donc vous êtes revenu sur vraiment les différentes étapes qui ont marqué l'histoire de la Chine en cette période, avec donc les réformes, l'arrivée de Mao Zedong,
Ce qu'il a fait aujourd'hui, Mao, il est un héros en Chine. Oui, Mao, c'est un héros en Chine. Voilà. Même malgré tout ce qu'on peut dire, il a permis à la Chine de devenir la Chine, il a permis à la Chine de s'imposer dans un monde où il y avait une bipolarisation très, très, très nette, où il était très, très difficile de vouloir s'émanciper, mais lui, il a tout forcé malgré les échecs des campagnes des sans-fleurs, malgré l'échec jusqu'à ce qui lui a valu la perte de son pouvoir à un moment donné. Mais avec le grand bond en avant, je l'avais même oublié, voilà. Voilà, tout cela, malgré qu'il y ait des échecs cuisants, mais le constat était qu'il avait pu prendre des initiatives qui avaient permis à Chine en ce moment de bipolarisation, mais aussi qui ont permis à la Chine de mener des réformes, des changements, jusqu'à ce qu'elle est devenue dans les années 18, dans les années 19, au début des années 80, une puissance comme les autres puissances. Malgré qu'il y avait l'opposition entre les autres puissances, mais la Chine s'affirmait carrément, entièrement comme étant une puissance à part entière. Comme une puissance à part entière. Et je pense que ça, c'est très glorieuse donc, de la part de la Chine. Donc, comme vous avez si bien mentionné, dans un monde de bipolarisation nette où il n'y a que deux puissances, l'URSS, les États-Unis, Est-Ouest, la Chine quand même réussit à s'imposer. Et ça, je pense que c'est très, 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 très intéressant. Et quand même en guise de commentaire, la Chine aujourd'hui, vous l'avez mentionné dans vos propos, devient la première puissance économique mondiale. Et ça, c'est incontestable. Si on voit les produits et un partenaire de taille, sinon s'il n'en est même pas le premier. Donc pour le Sénégal, récemment avec les voyages de son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la Chine. Donc je pense que ça, c'est très intéressant. Il faut aussi que les élèves comprennent que les choses sont liées. Vous voyez, la Chine, dans cette période, comment elle s'est métamorphosée et réussit à se bâtir aujourd'hui. Et donc, on arrive à parler de première puissance économique mondiale et pratiquement premier partenaire économique de l'État du Sénégal. Je pense que ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui. Et si on suit même la chronologie, parce que durant de 1947 à 1943, il y avait ces tensions entre... Il y avait le paroxysme, l'intensification des tensions entre les deux blocs. Mais, arrivé à un moment donné, qu'est-ce qu'on parlait? Dès 1953, on commence à parler de ce qu'on dit de la coexistence pacifique. La coexistence pacifique, qui a débuté de 1953 jusqu'à 1962 pour puisse introduire un peu. À la fin de cette explication, on introduira la crise du Cuba. J'oublie pas la question, mais il fallait que je revienne un peu en arrière. Cette coexistence pacifique a eu lieu à travers deux choses. Premièrement, on constate dès 1953, à la tête des deux puissances, il y a le changement d'homme. Le changement d'homme. Le changement d'homme à la tête des deux puissances. Parce que Sterling est mort en 1953, Joseph Sterling, remplacé par Khrouchtchev, mais aussi aux États-Unis, Truman, son mandat est terminé, il est parti, remplacé par David Eisenhower, qui les deux puissances, je peux parler des dirigeants, même des politiques étrangères, mais moins conflictuels par rapport à leurs prédécesseurs. Effectivement, voilà. Ils s'accentuent sur la diplomatie de paix. Mais aussi, il y a un autre facteur très déterminant qui fait qu'il fallait qu'on aille vers une coexistence pacifique avec l'équilibre des terreurs. C'est par la question, c'est que pourquoi la crise de Cuba explique l'équilibre de la terreur. Voilà, je pense que c'est ta question. C'est ça la question. C'est ça la question. Comment la crise des fusées de Cuba illustre-t-elle l'équilibre de la terreur. Donc voilà. L'équilibre de la terreur, je le rappelle, pour ceux qui nous suivent, donc l'équilibre de la terreur, donc il y a deux puissances qui s'affrontent, bien que ce ne soit pas militairement direct, mais il y a un affrontement net et direct. Maintenant, à un moment donné, il y a un équilibre entre les deux camps. Effectivement, c'est quoi cet équilibre? Cet équilibre de la terreur, parce que ce qu'il faut comprendre, les États-Unis dès 1945 avaient la disposition de la bombe atomique. Parce que c'est à travers cette bombe atomique qu'ils ont bombardé deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Ils ont été bombardés et ils ont été largués d'une bombe, de deux bombes atomiques. Voilà. Avec l'opération de cette bombe atomique, les États-Unis étaient l'unique, presque, si on peut le dire, la plus grande superpuissance mondiale. Mais l'URSS a lui aussi
inauguré sa première bombe atomique en 1949. En 1949. Voilà, 1949. Donc, en 1945, les États-Unis possèdent la bombe atomique jusqu'à larguer donc Hiroshima et Nagasaki au Japon. Ouais, les villes et en japonaises. 1949, l'URSS entre en danse. Entre en danse, voilà, en optant aussi la bombe, atomique. Voilà, là on a l'équilibre de terreur, la destruction massive. Si on ne fait pas attention, si on s'affronte, on se largue là des bombes atomiques. Et il était, toutes ces deux puissances, elles étaient conscientes de la dangerosité de vouloir émettre des guerres entre eux, de vouloir faire la guerre entre eux. Parce qu'il y a la destruction européenne en était une parfaite illustration qu'une guerre entre ces deux puissances directes ferait que le monde entier, en tout cas, allait s'écrouler. mais même pas s'écrouler, mais les deux puissances allaient même s'écrouler eux. Effectivement. Ils voudraient vraiment maintenir leur puissance, leur leadership. Mais aussi, troisième facteur qui marque cette coexistence pacifique, c'est l'optation de la Chine d'une bombe hydrogène. Voilà, ce qui montre, cela montre que la Chine apparaît comme une troisième puissance mondiale. Et je te l'expliquais tout à l'heure, la Chine, à travers, après l'aide des communistes à Mao Zedong qui a pu accéder au pouvoir, la Chine a su faire tout pour redevenir une troisième puissance mondiale à travers les différentes réformes de ces différents dirigeants entre 1947 et 1900 et des années 80 comme ça. Voilà. Effectivement. Et ces réformes-là, on se souvient, donc il y a des réformes d'ordre démographique avec la politique de l'enfant unique, toutes ces histoires. Je pense que c'est très passionnant pour les élèves en classe de terminale. Voilà, si les élèves lisent, vont comprendre comme il suffit de lire les leçons et comprendre. On ne peut pas être là pour repasser sur la Chine parce que le programme de la classe de terminale est très vaste. Donc on passe pour expliquer, pour mettre en rapport la guerre froide et les autres leçons. Les autres leçons. Donc on a abordé la crise donc des fusées de Cuba. Vous pouvez en revenir un peu? La crise des fusées de Cuba, je t'ai dit, il y avait la coexistence pacifique. La coexistence pacifique. Avec la coexistence pacifique, c'est s'illustrer à travers des accords entre les deux puissances, pour la diminution de l'armement, la volonté de mettre en terme le changement d'homme. Les changements sont des facteurs. Mais les faits exacts qui justifient, c'est-à-dire les différentes coopérations, parce que les deux puissances ont su mettre en place des coopérations entre eux, que ce soit des coopérations politiques, surtout des coopérations économiques, militaires, en s'appelant entre elles, de diminuer l'armement ou bien de diminuer les budgets comment dirais-je, de l'armement quand même. Voilà. Mais à partir de 1953 jusqu'à 1962, on constatait vraiment les rapports les tensions n'étaient pas aussi exiguës. On n'avait plus presque de tensions comme on pourrait dire. Mais dès 1962, la crise de Cuba arrive dans un contexte de coexistence pacifique, mais cette crise de Cuba est causée par le fait que l'Union soviétique a mis secrètement au Cuba des fusées, des têtes nucléaires, des fusées, comment dire, des fusées, c'est la vraie, des bombes comme des missiles comme ça. Des missiles. Et ce qu'il faut comprendre, entre l'île de Cuba et les États-Unis, il n'y a que de 150 km. Et ces missiles pouvaient atteindre même la zone, dans les terres les différentes nations, les différents pays des États-Unis. Donc cela se voyait comme une menace ultime par les États-Unis qui ont décidé de mettre en place un blocus, naval contre sur Cuba pour interdire de nouvelles bateaux, parce qu'il avait constaté que de nouvelles bateaux arrivent apportant avec eux des missiles pour les installer à Cuba. Et maintenant, qu'est-ce qu'on constate en ce moment? Les deux, ça n'avait jamais arrivé depuis qu'on commence à expliquer. Les deux puissances se mettent face to face, parce que les bateaux de l'URSS arrivent avec leur matériel, leurs missiles pour les installer à Cuba, et les États-Unis ont tenté de mettre en place un blocus naval pour les empêcher. Et
en cette période, il y avait le président John Fitzgerald Kennedy, qui était le président des États-Unis, avec son fameux discours en octobre 1962, qui disait, qui voyait tout comme qui voyait cet acte de l'URSS menace, et qui avait promis qu'une on a une avancée de l'URSS, il y aura forcément une guerre. Donc les deux puissances se font face. Le constat est que nous sommes vraiment dans un dilemme où nous pouvons imaginer à l'éclatement d'une troisième guerre mondiale. Effectivement, oui. Donc c'était une menace directe, car à Cuba, il y avait des installations de missiles qui pouvaient atteindre facilement, donc pour cause de frontières, de distances très courtes, donc les États-Unis d'Amérique. Et John Fitzgerald Kennedy a bien compris cela. Donc je pense qu'à la suite de cela, ils se sont proférés des menaces comme quoi il faudrait vraiment le retrait immédiat de ces armes nucléaires, si on peut le qualifier là, comme ça, à Cuba. Oui, à Cuba. Mais ce que je retiens, ce qui me marque vraiment sur cette crise, c'est la puissance de la communication, mais la puissance de la négociation. La négociation, effectivement. La puissance de la communication et de la négociation. La diplomatie, on peut le dire. Parce que après ces différentes tensions, tout le monde disait, voilà, nous sommes au bord de la troisième guerre mondiale. Les deux nations ont fait tout pour s'entendre quand même, pour négocier entre elles, les deux puissances, pour qu'on puisse se passer de cette guerre à une... Maintenant, les accords trouvés étaient que l'URSS va retirer ses fusées au Cuba, mais les États-Unis devront cesser leurs interventions au Cuba. Parce que n'oubliez pas, Fidel Castro, le dirigeant cubain, était un pro-communiste. Et les États-Unis voudraient l'évincer. Donc les États-Unis vont mettre en terme toute intervention au Cuba. Mais aussi les États-Unis je pense qu'ils vont se retirer en Turquie quand même. Ils doivent aussi se retirer en Turquie pour qu'il y ait une paix durable. Et de là, on parlait de la mise en place du téléphone rouge, pour que les deux puissances puissent discuter dans les moments chauds, dans les moments de tension. Voilà. Mais l'équilibre de la Terre vraiment est justifiable, parce que ça aurait été pas la disposition. Si, par exemple, ce sont les États-Unis seuls qui avaient la bombe atomique, j'en suis sûr et certain qu'ils ne vont pas reculer. Mais ils savent qu'ils ont la bombe atomique, mais aussi l'URSS aussi a une bombe, a les bombes atomiques. Depuis 1949. Donc, s'ils voudraient forcer cette barrage pour pénétrer, pour amener leur navire, il y avait forcément une guerre entre ces deux puissances. C'est par là qu'on peut dire que l'équilibre de la terreur se justifie dans cette crise de Cuba, parce que sans cet équilibre de la terreur, forcément, il était fort probable qu'il y ait une guerre entre ces deux puissances. Effectivement, il y aurait donc un affrontement direct. Donc le monde était à deux doigts de l'affrontement direct. Donc s'il n'y avait pas la puissance de cette diplomatie que vous soulignez, la négociation, la communication et surtout la conscience du danger d'entrer en guerre. Donc l'Europe, vous l'avez bien mentionné, l'Europe est un exemple concret. Il faut aussi passer à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Effectivement. On pousse des négociations, on tente à tout faire, à passer par la communication et par la négociation. Ce qui veut dire, c'est la raison pour laquelle ce que je constate vraiment, c'est la puissance de la communication et de la négociation. La communication et de la négociation sont les armes fortes pour mettre en terme toute guerre. Voilà, donc nous souhaitons qu'il y ait des négociations dans le monde et de mettre terme aux guerres, que ce soit Ukraine, Gaza et dans les autres contrées. Effectivement. Que ces souhaits-là soient donc exaucés. Et nous en venons après cette coexistence pacifique, l'équilibre de la terreur, il y a une nouvelle détente. La nouvelle détente, on ne peut pas dire que la nouvelle détente, pour le définir, c'est
détente, c'est la diminution des tensions. Effectivement. Parce qu'après la crise de Cuba, voilà, mais aussi il y avait une deuxième crise de Berlin. De Berlin. Après cette crise de Cuba, vraiment, on était tout proche, on l'a déjà dit, d'être dans une guerre frontale. Maintenant, on a décidé encore de mettre en place des négociations, et encore de parler de l'armement. Nous devons se passer de l'armement. Voilà, avec les accords de SALT 1, si je ne me trompe pas, ouais, ces accords qui ont vraiment permis le monde d'être apaisé à un moment donné jusqu'à 1975, où beaucoup de coopérations ont été mises en place entre les dirigeants de l'URSS et les dirigeants et les États-Unis. Mais à partir de 1985, le constat a été que ce soit les démocrates américains ou bien les républicains américains, ils voyaient ces périodes de détente comme une perte de profit des États-Unis. Ils voyaient que les États-Unis n'ont plus envie d'influencer ou bien on laissait de la place à l'URSS. Surtout que en 1979, c'est là en 1979, voilà, l'URSS avait mis en place, était s'immiscer dans les affaires de l'Afghanistan en mettant l'invention de l'Afghanistan. Et n'oubliez pas que l'Afghanistan ne faisait pas partie de l'URSS. Parce que ni il ne faisait pas partie de l'URSS, mais aussi il ne faisait même pas partie de l'OTAN. Voilà. Si il faisait partie de l'URSS, les États-Unis n'auraient pas dire que voilà, l'URSS s'immisce dans les affaires intérieures des autres États. Voilà, cette entrée en guerre de l'URSS dans les affaires de l'Afghanistan vraiment a exacerbé encore de nouvelles tensions en 1953 avec l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, qui avec son projet qui disait l'Amérique is back, l'Amérique est de retour. Parce que tu vois ce que je te dis. Il dit l'Amérique est de retour. Cela veut dire que l'Amérique a été perdue de vue. Maintenant, que ce soit les républicains et les démocrates, ils le voyaient comme ça, ils critiquaient, voilà, surtout l'affaire de Nixon, les Watergate de Nixon qui avait vraiment poussé aux États-Unis de perdre une influence dans le monde, un peu d'influence dans le monde, même s'ils maintenaient toujours leur rang de superpuissance, mais on constatait qu'ils s'étaient un peu perdus. Et la Russie en a profité pour continuer de mettre en place une influence. Et surtout la présence russe en Afrique. Oui, la Russie était très très présente en Afrique. Donc aujourd'hui, cette présence de la Russie en Afrique qu'on note actuellement, donc ça remonte de l'histoire. Oui, ça remonte même depuis, on peut en entrer un peu pour parler même de la décolonisation de l'Afrique, si tu me le permets. Ça remonte même avant la décolonisation. Parce que n'oubliez pas qu'en Afrique, au moment de la décolonisation, on avait deux branches. Les branches progressistes qui étaient pro-russes, animées par Kwame Nkrumah, ou les Guinéens. Sékou Touré, voilà. Mais aussi il y avait la branche modérée animée par Léopold Sédar Senghor, les Houphouët-Boigny, qui étaient pro-occidentales. Voilà, ce qui faisait même en Afrique, on constatait même sans guerre, sans rien, mais idéologiquement, nous constatons qu'il y a la présence des deux superpuissances. En idéologie, je ne parle même pas de la guerre, idéologiquement. Il n'y avait pas de guerre dans nos colonies lors de la décolonisation, mais l'idéologie du communisme défendue par certains leaders africains et l'idéologie occidentale prônée par certains leaders africains faisait qu'on sentait nettement l'impact de la guerre froide dans la décolonisation de l'Afrique. Et en ce moment, il fallait qu'il y ait une décolonisation, surtout que les États-Unis, en tant que puissance occidentale alliée de la France, voyaient la France et des colonies. C'était un peu bizarre. Raison pour laquelle j'ai dit que l'URSS avait considéré le bloc de l'Ouest comme un bloc impérialiste qui encourageait la colonisation. Parce que à l'intérieur de ce bloc, il y avait des nations, il y avait des États qui étaient vraiment très intéressantes dans cette coalition, qui avaient des colonies en Afrique partout. Que ce soit en Afrique. Et heureusement en Afrique, la quasi-totale de l'Afrique noire, nous avons une décolonisation pacifique, voilà, mais aussi il y a une décolonisation violente qui a eu en Algérie de 1954 à 1962. Une décolonisation basée sur l'idéologie, même si je ne peux pas me permettre de dire qu'il y avait vraiment l'idéologie, en tout cas
Mais on constatait quoi qu'il puisse advenir, il y avait vraiment les FLNN, comme la Front de Libération Nationale, même s'il n'y avait, même s'il n'avait pas une aide de l'URSS, mais c'était l'idéologie, voilà, manifestation de cette idéologie qui les a poussés avec le nationalisme algérien qui ont pu obtenir l'indépendance après plusieurs guerres, après une guerre fratricide contre la puissance coloniale française en 1963. Effectivement. Mais aussi, il faut noter, dans certains pays africains, lors de la décolonisation, surtout les colonies portugaises, voilà, il y avait des affrontements, que ce soit à Guinée-Bissau, Cap-Vert, en Angola, et même en Mozambique, il y avait des guerres, une guerre de décolonisation. Et les guerres, le constat en était, l'URSS soutenait, c'est l'URSS qui soutenait, comment dirais-je, les mouvements nationalistes, effectivement, accéder à l'indépendance, accenter la guerre jusqu'à l'accession à l'indépendance, effectivement, de tous les colonies lusophones d'Afrique. Effectivement. Voilà. Donc on va tenter, je pense que c'est très passionnant, mais on va tenter quand même d'évoluer un peu. Donc jusqu'à l'arrivée au pouvoir en 1985. Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985 en URSS, dans un moment où on avait, à la suite de la cause Pacifique, on avait une détente, mais cette détente a été, comment dirais-je, on constatait qu'il y avait des affrontements indirects comme ça durant ces moments de détente qui ont fait à partir de 1985 que les États-Unis ont voulu se réveiller, mais Gorbatchev arrive tout en lui voulant mettre en place des réformes, surtout avec le Perestroïka et le Glasnost. Et le Glasnost, c'est deux mots qui, comment dirais-je, nous parlent de la transparence, je pense, le Glasnost et la Perestroïka, voilà, pour mettre en place des réformes administratives et économiques et permettre à l'URSS de se relever. Mais malheureusement pour lui, ce sont ces réformes qui ont vraiment entraîné la disparition du bloc de l'Ouest. Parce que ces réformes ont trouvé la Russie dans une crise économique sans précédent. Ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, ces réformes n'ont pas pu résister à la volonté de la population russe. Surtout étant donné les pays alliés à la Russie, à l'URSS, comme l'Ukraine, comme ça, voulaient à tout prix obtenir leur indépendance. L'erreur, je ne dirais pas l'erreur que Gorbatchev a fait, parce qu'avec le Perestroïka, Gorbatchev voudrait mettre en place, avec le Glasnost, voudrait laisser plus de liberté à la presse. La presse avait plus de liberté, n'est-ce pas? Voilà. Et on parlait davantage de la volonté d'indépendance. Les autres nations parlaient de la volonté de se libérer du joug de l'Union soviétique, l'Union république socialiste soviétique. Donc c'est le sigle. C'est le sigle. Voilà. À un moment donné, voilà. Et Gorbatchev a décidé de ne pas intervenir militairement lors des différentes manifestations de libération. Il les a laissés et ils ont continué de mettre en place leurs manifestations de libération, leur volonté de se libérer du joug jusqu'à leur indépendance et la dissolution de l'URSS. Surtout, cela est peut-être expliqué surtout aussi avec la suite du mur de Berlin en 1989. J'étais dit que Berlin même est le lieu déterminant qui explique la séparation du monde en deux blocs. À la suite de ce mur de Berlin, le constat était clair que le monde, que le rideau de fer est tombé et que l'URSS n'a plus l'influence qu'elle avait. Voilà, et arrivé à un moment donné, on voyait carrément que voilà, l'URSS est tombé, voilà, et les partis, et on se retourne vers l'Union, la Fédération de la Russie. Donc, et le monde passe. Donc on passe d'un monde bipolaire à un monde unipolaire. Donc le rêve tant convoité par les États-Unis qui demeurent la seule puissance. Mais avant de vous libérer, M. Ba, on va un peu glisser à partir même de ce point sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, il y avait la chute effectivement du mur de Berlin matérialisant le déclin, si on me le permet ce terme,
donc de l'URSS. Mais aujourd'hui, avec Vladimir Poutine qui est au pouvoir, est-ce qu'il ne veut pas réveiller donc les ambitions du passé, refaire? Est-ce qu'il n'a pas en tête cette Union soviétique-là, le rêve de vouloir encore d'étendre l'influence russe, surtout dans la région, ce qui a amené par exemple la guerre en Ukraine, etc., etc. Oui, Monsieur Dramé, c'est une question pertinente, mais permettez-moi un peu de revenir un peu en arrière sur un peu, parce que en parlant, je t'ai dit qu'il y avait une deuxième crise de Berlin. En parlant de cette crise de Berlin, j'avais oublié de te dire qu'en ce moment de cette deuxième crise de Berlin, qu'on avait l'institution du mur de Berlin. Voilà, c'est en ce moment qu'on avait mis en place le mur de Berlin. Voilà. À la deuxième crise, on a installé le mur de Berlin. Mais aussi, permettez-moi un peu de revenir sur la Palestine. On n'a pas pu parler de cette leçon avant de venir aux actualités. Mais permettez-moi de revenir un peu sur la Palestine. Parce que c'est une leçon très très intéressante, que je trouve intéressante. Certes, ça ne faisait pas partie peut-être de notre programme d'aujourd'hui, mais ces arts de débat sont rares. Donc il faut qu'on parle, parce que cette année-ci, le constat en est que la Palestine est bombardée. Bon, il y a une guerre entre la Palestine, entre le Hamas et l'Israël. Et c'est une question d'actualité, ça pas arriver, parce que je ne dirai jamais que c'est ça qui va sortir. Mais quoi qu'il advienne, si on aura un sujet qui est tout ça sur la Palestine, ça ne touchera pas tout simplement sur la Palestine. Ça touchera forcément sur l'impact de la guerre froide de ce moment à la mise en place de la Palestine. Et ça, la différence de cette période, de cette leçon par rapport aux autres, les constants en est que s'il y avait un État qui voudrait l'indépendance, les États-Unis sont de côté et les Ukrainiens sont de côté. Mais immédiatement que les Britanniques ont parti en 1947 de la Palestine, ont quitté la Palestine, immédiatement on constate que David Ben Gurion avait proclamé l'indépendance de la Palestine. Et immédiatement, les deux superpuissances ont reconnu l'État d'Israël. L'État d'Israël, effectivement. T'as compris? Effectivement. Maintenant, là, c'est un peu changé. On constatait qu'il y a, mais là-bas, dès 1947, tous les deux, ils ont tenté de reconnaître l'existence de la Palestine. Et depuis lors, il y avait beaucoup de guerres qui se sont passées entre l'État israélien soutenu quasiment par les États-Unis et les nations arabes qui n'avaient pas de soutien, parce qu'il faut rappeler que l'URSS cette fois-ci n'a pas eu l'intention de s'immiscer dans la guerre jusqu'à soutenir les nations arabes, voilà, avec les différentes guerres, les guerres de Koupour, les guerres. Mais le problème est que surtout c'est l'ONU. Le fait que l'ONU, avec les plans de partage de l'ONU, qui n'étaient pas équitables, voilà, pour les Palestiniens, ils voyaient ces plans de partage comme un plan de partage qui les mettait en mal, vu leur population, en mettant plus de presque 53% ou bien 52% des terres restituées à l'Israël et 48% aux Palestiniens. Alors que la population inégale. Alors que la population palestinienne était plus importante. Voilà, c'est ça qui a entraîné cette question. Cette question, vraiment, je pense qu'on le traitera autrement, mais c'est une question vraiment que les élèves doivent tout faire pour apprendre, mais comprendre que le contexte de la guerre froide, c'est aussi immiscé dans cette leçon. On ne peut pas parler de cette leçon, on ne peut pas parler d'une actualité ou bien des faits sociétals de cette période sans se rappeler de la guerre froide. Il ne faut tout simplement les leçons pour les apprendre, les parcuriser, mais il faut tenter de voir où est l'impact de la guerre froide. Pensez-vous aujourd'hui, si les nations arabes ont été soutenues par l'URSS, que la guerre aurait passé comme ça? Non, je ne crois pas. Si la Palestine était soutenue par l'URSS depuis ce bon moment, et les États-Unis ont tenté de soutenir l'autre là, il y a de guerre actuellement. Oui, je pense bien. Je pense bien. Il y a une liaison directe. Voilà, une liaison directe avec la guerre froide. Voilà, c'est le manque de soutien de la Palestine durant cette époque. C'est le fait que les deux superpuissances ont tous reconnu l'existence de l'État israélien qui a fait que cette question a continué d'animer des guerres comme ça jusqu'à présent. Effectivement. Je pense que c'est très intéressant. Donc la question palestinienne est en parfaite liaison avec la guerre froide. Et pour aborder un sujet du baccalauréat, donc parlant de la Palestine,
Donc, inévitablement, il faut comprendre que nous sommes en contexte. Il faut savoir remonter les faits, les événements et les coller à la guerre froide pour comprendre le contexte, les causes et les événements qui en ont découlé. Je pense que c'est très intéressant avec cette question palestinienne. Oui, Revenons sur ta question, Zéro. effectivement. Voilà, je n'ai pas oublié la question. Voilà, vous avez demandé est-ce qu'avec ce contexte actuel que nous vivons, on peut parler la restitution de la guerre froide. De la guerre froide. Oui, on pouvait avec au moment où Joe Biden était au pouvoir, mais depuis le départ de Joe Biden et l'arrivée de Donald John Trump au pouvoir, on constate que Donald Trump se rapproche de l'URSS. Donald Trump n'a même pas envie d'aider l'OTAN. L'OTAN, effectivement. C'est ce que, mais certains dirigeants européens même, comme Viktor Orban de la Hongrie, qui a des liaisons vraiment intéressantes avec l'URSS, avec la Fédération de Russie, dirigée par Vladimir Poutine. On peut certes parler de la guerre froide durant cette époque, parce qu'on voit que tous les Européens soutiennent l'Ukraine dans cette guerre, mais l'Ukraine a été assistée par les États-Unis, mais actuellement au moment où on parle, on voit vraiment un Donald Trump qui concentre davantage ses intérêts sur le plan économique. Il tout est en économiste. il est économiste, c'est un businessman. C'est un Tout en businessman. voulant combattant la Chine que de vouloir mettre en place, que de vouloir donner des armes à l'Ukraine et de l'armée l'Ukraine de continuer la guerre. Je ne crois pas qu'on pourra parler de la guerre froide dans ce contexte. Parce que voilà, le don a changé. La Russie n'est certes, c'est une puissance militaire, mais n'est pas une puissance économique. Voilà, c'est la Chine qui est l'adversaire principal de Donald Trump. Et il veut combattre la Chine. Et pour combattre la Chine, il est impératif d'obtenir l'accord de la Russie ou bien l'amitié de la Russie, même si aujourd'hui on constate que Vladimir Poutine est en train de jouer avec Donald Trump, parce que lors de la fête du 8 mai passé, le constat a été qu'il avait invité Xi Jinping, le président de la Chine, d'assister à cet événement, ce qui montre qu'il y a des liens fraternels, les liens très proches entre les deux puissances, la Chine et l'URSS. Est-ce que maintenant Donald Trump réussira de nouer une amitié avec la Russie jusqu'à pouvoir combattre la Chine avec ses droits de douane? On ne sait pas, mais parler de la guerre froide dans ce contexte, je ne pense pas que serait un peu difficile. Voilà, du point de vue qu'il y a toujours des changements d'État, des changements d'hommes à la tête des différents États comme ça. Voilà. Et chaque homme est animé par quelque chose, surtout Donald Trump, économiste, businessman, animé que par le business, voilà, ne voit que de vouloir surtout aider l'Ukraine, si ce n'est pas vouloir extraire les ressources minières de l'Ukraine. Il a pu même signer un contrat permettant à Donald Trump d'exploiter les ressources minières de l'URSS. Alors, ça aurait pas ça, je ne vois vraiment pas le rapport de vouloir mettre à place une guerre froide comme la guerre froide qu'on parlait. Voilà, même si on sait tous que l'OTAN, dirigée par les États-Unis, mais qui est constituée des nations européennes, ces nations européennes constituant de l'OTAN veulent à tout prix aider l'Ukraine dans cette guerre. Effectivement, Voilà. effectivement. Bien que donc les séquelles de la guerre restent toujours vivaces, donc avec la vision économique de Donald Trump, aujourd'hui on parle plus donc d'un affrontement économique, sinon américain, plus donc que d'affrontement d'idéologies comme ça, de vouloir émettre des idéologies socialistes ou bien des idéologies capitalistes. Parce que le monde même est animé par le capitalisme, que ce soit Chine et les autres. L'idéologie socialiste, que ce soit le commune forme, pacte, tout ça, les pactes de Varsovie, tous ont été dissous, ont disparu avec l'effondrement du bloc soviétique. Ici, on ne parle plus de commune forme, on parle du pacte de Varsovie. On ne parle même plus d'une politique basée sur le socialisme. Tous les politiques se basent sur le capitalisme qui font fonctionner le monde actuel. Effectivement, je pense que c'est bon. Donc, avant de vous laisser, Moucheba, on ne va pas vous laisser comme ça. On va un peu parler des exercices littéraires au baccalauréat, surtout en histoire, géographie.
quelles sont les grandes orientations, les conseils vraiment d'or que vous donnez aux élèves de terminale donc, concernant les exercices littéraires, c'est-à-dire la dissertation et le commentaire? Ah, monsieur Jim, pour ce qui concerne, vous avez dit, je voudrais rappeler aux élèves qu'on ne fait tout simplement pas commenter. Il y a l'histoire, il y a les dissertations. Si tu ne comprends pas le commentaire, il faut prendre la dissertation. La dissertation, ça peut toucher parfois une seule leçon. Et la dissertation en histoire, ce qu'on constate, c'est que les élèves ne comprennent pas que l'intitulé du sujet n'a pas grand-chose. C'est le concept qui est intéressant en dissertation d'histoire. Si tu constates, on te donne parfois un sujet qui parle de l'histoire avec une citation d'un auteur, ou bien même en parlant comme ça, un sujet d'actualité. Mais ce n'est pas du tout important. Mais la chose la plus importante, c'est les consignes. Il faut bien analyser les consignes. Et ces consignes, moi, les conseils que j'ai à donner des candidats, c'est de bien lire et de bien lire. Et de bien choisir le sujet. Il ne faut pas dire que je vais faire tout simplement le commentaire. Tout en sachant qu'on peut faire la dissertation. La dissertation, ce n'est pas difficile de comprendre le sujet. Parce que là-bas, je ne crois pas qu'on demande une analyse si profonde en tant qu'historien. Parce qu'ici, si c'est en université, on te demande une analyse si profonde. Parce que là, on est censé être des historiens. Mais là-bas, vraiment, je pense que la dissertation, je vois des sujets où la dissertation est plus approprié. Mais ce n'est pas une très difficile dissertation. Mais les élèves ont tendance même de faire une commentaire qu'ils ne comprennent pas mieux tôt que vers une dissertation. Voilà. Concernant le commentaire, je vais en revenir. Parfois, on a tendance à donner 3 questions. Et je l'ai dit, ne vous fatiguez pas à analyser le sujet. Comment on n'a pas parfois tendance l'auteur, présenter l'auteur, présenter... Non. On ne présente ni le texte ni ces 3 questions. Il faut, si vous apprenez un auteur, par exemple, il faut apprendre, il faut savoir dans les faits, dans lesquels que cet auteur s'est inscrit. Dans les faits marquants avec... Parce que l'auteur a forcément pas marquants qui ont fait que... Il est appelé, pour un soir, si c'est un dirigeant des États-Unis, au sujet qui parle de Truman. Truman, c'est illustré avec les doctrines Truman. C'est illustré entre 1947 à 1953. Tous les différentes périodes ou bien les différentes guerres, que ce soit les guerres anciennes, comme ça. Mais c'est ça, ce sont ces faits que l'élève doit comprendre. Vous voulez dire que quand l'élève évoque l'auteur, donc les faits dans lesquels l'auteur s'est illustré, donc ces faits-là doivent être en rapport avec le texte. Avec le texte, voilà. C'est ça. En tout cas, il faut comprendre les faits marquants qui ont touché l'auteur, dans lesquels l'auteur s'est illustré, pour mieux présenter un auteur. Dans le contexte historique, le contexte historique, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Voilà, il faut que les élèves fassent attention un peu et comprendre que dans chaque moment, on l'a commencé par le dire, la guerre froide a eu lieu dans un contexte d'après-guerre. Voilà. Il faut comprendre que toutes les leçons, en tout cas, toutes les différentes parties, toutes les différentes leçons du programme de la classe de terminale se sont passées dans un contexte, d'abord dans un contexte de guerre froide. Surtout les leçons de la première partie. Le monde contemporain s'est passé dans un contexte de guerre froide. C'est passé dans un contexte de bipolarisation du monde. Effectivement. Voilà. Donc il y a, si je vous entends bien, puisqu'on vous dit, tout événement s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Donc quand on est en phase d'un texte qui parle de la guerre froide, d'abord le contexte général, c'est la guerre froide. Ensuite, on évoque cela, on évoque la guerre froide comme contexte général, mais donc après cela, il y a un contexte particulier dans lequel c'est le tout qui constitue le contexte historique. Il y a après la porte historique, la porte historique. Bon, la porte historique, c'est aussi intéressant quand même. La porte historique, ce sont les événements issus du moment parlé. Effectivement. Par ici, on a une leçon qui parle sur l'Algérie, par exemple. Au début de la guerre,
Voilà, le constat est que la guerre, ou bien l'Algérie, durant même après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le rapatriement des Français d'Alger, mais aussi les pays noirs, les Harketous, ils sont rentrés en France. Voilà, ce sont ces arts de choses qu'il faut comme la porte historique. C'est que l'événement traité, c'est que le sujet parle, le sujet. Qu'est-ce que le sujet a apporté? Qu'est-ce qu'on peut étudier de ce sujet? Quelles sont les conséquences de ce sujet? C'est la portée historique du sujet. Et la portée est très intéressante. Et les questions arrivent à 3. La première question, c'est sur 8 points, sur 6 points. Les deux autres questions, c'est sur 8 points. Et la portée historique est une question qui portera sur 8 points. Le contexte historique portera sur 8 points. Ce sont des sujets qu'il faut très bien travailler. Il faut faire des exercices davantage pour pouvoir faire. On ne peut pas attendre jusqu'au jour de l'examen pour vouloir faire les sujets comme il faut. Non, il faut tenter de faire des exercices, d'apprendre ces leçons, pas les parcuriser entièrement, mais les comprendre les différents enjeux, comprendre l'enjeu et l'importance de la guerre froide dans les différentes leçons du programme. Toutes les leçons du programme sont émises dans un contexte de guerre froide. Je l'ai dit et je le redis. La guerre froide est tellement intéressante si on le comprend, et on comprend que dans tous les contextes, on a dans toutes les leçons, on a un contexte de guerre froide. Vraiment, je pense qu'on réussira à bac. Et réussira à bac et orienter même dans le département d'histoire. Je pense qu'on aura beaucoup d'étudiants, beaucoup de nouveaux et de nouvelles bachelières l'année prochaine dans le département d'histoire. En tout cas, c'est cette réussite que nous souhaitons à l'ensemble des élèves en classe de terminale qui sont vraiment dans une période un peu difficile, entre guillemets. Donc, qui doivent passer le bac dans un mois. Vraiment, nous leur souhaitons le plein succès, une brillante réussite au baccalauréat. Donc, qu'ils prennent donc, les conseils que notre cher invité vient de donner et en faire sien. Donc, je pense qu'il faut asseoir une compréhension aiguë du sujet, comprendre le contexte dans lequel les événements qui sont soulevés dans le texte donc s'inscrivent. La porte également, ce que les événements-là ont engendré et qui pourraient donc faire l'objet d'un autre débat historique. Et sur ce, nous terminons l'émission et remercions vraiment avec le fond du cœur notre cher invité, M. Ba. M. Mamadou Ba, qui, je le rappelle, est un étudiant en master, est un maître en histoire, au département d'histoire, donc à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop. Nous remercions vraiment d'avoir accepté lui leçon donc de donner son mot de la fin. Merci beaucoup, Djibi Jim Dramé. On te remercie. On remercie aussi tes collaborateurs, Alpha Thiam et M. Samba Diop. Vraiment, c'était un plaisir d'être ton invité. Mais aussi, c'est un plaisir de parler de l'histoire, de parler du programme de la classe de terminale. Je souhaite bonne chance à tous les candidats. Et aussi, nous sommes là en tant que président de la commission pédagogique de l'AMEN. D'aider les élèves et étudiants sur l'ouverture des comptes Campusen. Et nous comptons organiser des journées après la fête de Tabaski. Des journées pour aider les autres élèves qui n'ont pas pu obtenir un compte Campusen ou bien faire leur choix, de les aider. Mais aussi nous allons organiser avec le professeur Mamadou Bourissène une conférence de philosophie vers le 5 ou bien le 6. La date exacte n'est pas encore retenue. Dans tous les cas, nous allons tout faire pour les aider, les assister. Et je pense que, Inch'Allah, ce sera de très très belles journées. Et je pense que les élèves vont en profiter et ils seront épanouis de cette organisation. Effectivement. Donc c'est sur ce que nous allons clore cette émission. Nous remercions M. Alpha Thiam, vraiment M. Diop, qui ont assuré la partie technique de l'émission. Et il l'a rappelé, j'avais oublié de le mentionner, il est le président de la commission pédagogique de l'amicale des élèves étudiants de Nioro. Donc à l'ensemble des élèves en classe de terminale, l'ensemble des nouveaux bacheliers, des nouvelles bachelières, donc qu'ils se rapprochent de lui pour vraiment tout ce qui est question pédagogique. Et nous mettons à votre disposition pour tous les événements d'ordre pédagogique. Donc, vous avez la chaîne à votre disposition.